Je ne peux être que heureux que je puisse retrouver des ressortissants sud-africains en Guinée, car quand j'étais bien accueilli, et je suis certain également, nous aussi ici, on va bien les accueillir, surtout pouvoir bien travailler pour aller au-delà des relations purement politiques, et surtout travailler dans le domaine économique. Je ne veux pas revenir sur tout ce que Madame l'ambassadrice a dit sur le plan politique, mais je crois qu'il faut maintenant essayer de bâtir un nouveau partenariat. Elle a parlé de Guinée-Bissau. Je pense que ce Guinée-Bissau, ça concerne non seulement la scène internationale, mais également la scène africaine. Et c'est pour cela que vous avez vu récemment la visite de Sa Majesté le roi du Maroc en Guinée, la visite du président du Mali, et maintenant nous avons ce forum-là. Cela veut dire que la Guinée fait son retour doucement sur la scène internationale. Le chemin est long, mais je pense que la bonne direction est prise. Il faut travailler pour essayer d'améliorer notre environnement. Alors, je ne sais pas si ce que je suis en train de dire est compris par tout le monde, par nos autres, ou bien est-ce qu'il y a un traducteur? Comment on doit faire, madame? Est-ce qu'il faut que je parle en anglais, en français? Qu'est-ce que vous proposez? Et je suppose qu'ils comprennent. Okay. Okay. So I'm sorry for that. I understand that someone is going to translate and summarize in English. Okay, that's fine. Donc je disais que le chemin est long. Et nous devons travailler pour pouvoir améliorer l'environnement économique. Je crois savoir que hier, Madame la ministre de l'Industrie est venue brosser un peu le tableau de l'environnement des affaires en Guinée. Et donc, je ne veux pas revenir là-dessus. Je vais simplement me contenter de me concentrer sur quelques aspects concernant le secteur minier. Alors, je ne sais pas si... voilà. Donc, il s'agit rapidement de passer en revue ce que tout le monde connaît déjà, c'est-à-dire le potentiel, et parler un peu des réformes, et surtout la nouvelle dynamique des investissements, et parler des perspectives. Alors, le potentiel, il est connu. Je pense que la carte guinéenne pourra certainement nous indiquer ce potentiel. Le bon Dieu, ou la nature en tout cas, a fait en sorte que les choses sont relativement bien réparties. Nous avons le nord-ouest qui est réservé à la bauxite, le nord-est qui est pour l'or, le sud et le sud-est pour le diamant et le fer. Donc les choses, bien entendu, c'est une simplification, car les choses sont un peu plus entremêlées dans la réalité, mais grosso modo, voilà la situation. Voilà la bauxite donc, qui s'étend sur tout ce corridor nord-ouest, et je pense que cela est tout à fait clair, et les projets qui existent aujourd'hui, c'est les projets CBG, mais il y a les projets futurs qui sont Dian, et le projet GAC, ce projet c'est avec nos partenaires d'Abu Dhabi, et le projet CPI, je ne sais pas s'il est sur le tableau, c'est un projet avec nos partenaires de la Chine. Alors CBG fait de la bauxite, alors que les autres, les nouveaux projets vont faire à la fois de la bauxite mais également de l'alumine. La Guinée jusqu'à présent ne produisait que 600 000 tonnes de bauxite, d'alumine à Frigia. Maintenant, il est question de pouvoir aller au-delà et entrer dans les millions de tonnes d'alumine, et au niveau de GAC et au niveau de CPI. Au niveau du fer, vous avez les grands emplacements qui sont généralement concentrés au niveau du sud-est, c'est-à-dire Simandou, et vous avez également à Farana et une partie à Fouekaria. Bien entendu, comme j'avais dit, la présentation initiale était simplifiée
mais il y a également des poches de fer dans le nord-ouest et un peu également au niveau de l'est. Mais l'essentiel de notre gisement de fer est concentré dans le sud-est et le grand projet Simandou, on peut tout à l'heure en parler. Alors, la nouvelle politique minière, comme vous le savez, est une politique qui est partie de la situation dans laquelle on a trouvé le secteur minier. Il y avait l'opacité, il y a le fait que depuis 50 ans, la Guinée, les populations guinéennes n'ont pas bénéficié des retombées du secteur minier. Donc il s'agit de faire en sorte qu'on travaille dans la transparence et qu'on fasse en sorte que le secteur minier puisse mieux bénéficier aux populations guinéennes. D'où donc ces quelques éléments que j'ai le plaisir de vous présenter. Donc la transparence avec les compagnies minières, la transparence entre le gouvernement et la population, la transparence naturellement dans la lutte contre la corruption et la transparence dans la revue des conventions. Les conventions qu'on a trouvées étaient malheureusement la plupart du temps des conventions qui étaient en défaveur de la Guinée. Donc il a fallu faire en sorte qu'on remette les choses sur la table sans agressivité, de manière civilisée. On a recruté des avocats qui sont financés avec nos partenaires de développement et on fait un audit des conventions et des compagnies sur le plan légal, sur le plan financier et sur le plan technique. Et on s'assoit avec les compagnies pour faire ressortir les insuffisances des conventions et on essaie de voir comment on peut rapprocher ces conventions par rapport aux normes actuelles qui sont définies dans le nouveau code minier. Donc, loin de nous de faire en sorte que la revue de convention soit une revue agressive, c'est pour ça qu'on a recruté des avocats internationaux de différents horizons. Il y a des Américains, il y a des Australiens, il y a des Anglais, il y a des Français. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. Et lorsque les avocats ont fini de faire leur audit, ils font des recommandations à un comité qu'on appelle comité technique, et ce comité prend en charge ces recommandations et à son tour fait des recommandations à un comité de ministres qu'on appelle comité stratégique. Et ce comité examine les recommandations du comité technique et fait à son tour des recommandations au gouvernement. Et c'est ce processus qu'on a suivi jusqu'ici et qui a permis, dans certains gros projets, de pouvoir proposer au gouvernement d'annuler purement et simplement certains projets qui ont été malheureusement acquis avec des manœuvres de corruption. Si vous le souhaitez, on peut revenir là-dessus. Alors, je disais transparence. Transparence, la Guinée est l'un des rares pays aujourd'hui à publier en ligne les contrats miniers. Cette question, bien entendu, est très sensible. Les compagnies minières, souvent, ne souhaitent pas que les contrats qu'elles ont pu négocier soient publiés. Mais je pense que cela est du passé. Dans le passé, chacun venait avec des contrats rédigés d'avance qui n'avaient rien à voir avec le code minier et qui finalement arrivaient à faire signer ces conventions à leur avantage. Aujourd'hui, toutes les conventions doivent s'aligner sur le code minier. C'est pour cela que la transparence doit être de rigueur. Donc on ne peut pas faire des conventions secrètes. Toutes les conventions qu'on négocie avec les compagnies minières doivent être publiées en ligne. L'autre aspect de la transparence, c'est notre retour dans l'ITIE. L'ITIE, donc initiative de transparence dans les industries extractives. La Guinée y avait adhéré en 2005. La Guinée, avec les soubresauts politiques, était obligée d'en sortir, mais là également, c'est Guinée is back. On a décidé de revenir dans l'ITIE et c'est pour cela que nous avons travaillé très durement avec l'ensemble des structures concernées, y compris la société civile, pour faire en sorte que la transparence revienne, que les rapports de l'ITIE soient faits à temps et que nous puissions être à jour de toutes nos obligations. Et je pense que cela a pu être fait. En tous les cas, le rapport a été transmis
et j'ose espérer que ce rapport sera accepté par nos partenaires au développement. Alors, l'autre aspect, comme je l'ai dit, c'est faire en sorte que le secteur minier bénéficie plus à la Guinée, que la contribution minière puisse permettre de diversifier l'économie, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes obligés de nous concentrer sur le secteur minier pour pouvoir en retirer des ressources, lesquelles ressources peuvent servir à financer les autres secteurs, comme l'agriculture, les routes, l'éducation, la santé, et j'en passe. Et donc, si nous arrivons bien à bien gérer les ressources minières, il y a des chances que nous puissions diversifier notre économie et devenir un pays émergent comme nous le souhaitons. Bien entendu, cette diversification également est dans le secteur minier, parce que jusqu'à présent, on comptait essentiellement sur la bauxite. Et la bauxite, comme vous le savez, n'est pas cotée sur le plan international, et c'est l'aluminium qui est coté, et malheureusement, les prix de la bauxite ne sont pas liés de manière mécanique au prix de l'aluminium sur le marché international, si bien que nos gains à nous sont restés plus ou moins stables, alors que les cours de l'aluminium sont montés à certains moments, et malheureusement, nous n'avons pas pu en bénéficier. D'où la nécessité de faire autre chose en plus. D'où ces nouveaux projets pour le faire, d'où l'accentuation des recherches au niveau des terres rares, et d'où également l'encouragement que nous donnons aux compagnies qui sont là dans l'or, et faire en sorte également qu'on transforme sur place la bauxite en alumine aujourd'hui, et peut-être plus tard en aluminium. L'aluminium demande beaucoup d'énergie, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas parce que le gouvernement ne veut pas faire l'aluminium, on aurait voulu le faire depuis 50 ans, mais malheureusement, on n'a pas d'énergie. Et comme nous, on n'a pas pu développer notre énergie à temps, la bauxite qui est produite ici a été envoyée dans le temps dans les pays voisins, comme le Cameroun, pour être transformé sur place là-bas en aluminium. Donc, c'est pour cela qu'il y a un lien étroit entre le secteur minier et l'énergie. Tout à l'heure, on va en parler. Donc, je parlais de la valorisation des matières premières sur place, mais également le fait qu'il faut qu'on évite que les investisseurs puissent avoir des titres miniers, avoir des gisements et les geler pendant des années et des années, pendant que nous sommes dans la pauvreté. D'où la nécessité de faire en sorte que dans les conventions, il y a des clauses qui obligent les partenaires à développer rapidement les gisements. Bien sûr, le développement durable du secteur minier suppose que l'environnement soit protégé. C'est pour cela que nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement pour que tous les projets miniers aient une étude de faisabilité qui respecte l'environnement. Cet aspect est indispensable dans l'approbation de tous les projets miniers. Donc, lorsque nous faisons de la transparence, lorsque nous cherchons à faire en sorte que le secteur minier guinéen bénéficie aux Guinéens, il ne s'agit pas d'un nationalisme minier, il s'agit tout simplement de faire en sorte que nous puissions travailler de manière gagnant-gagnant avec les partenaires. D'où la nécessité d'avoir un secteur minier compétitif. Parce que si nous avons des règles trop rigides, finalement, les investisseurs ne viendront pas chez nous parce que nous sommes en compétition avec d'autres pays. Quand vous regardez la carte du monde, vous allez constater qu'aujourd'hui, il y a des zones de production, mais également des zones de consommation. Et dans ces zones de consommation, nous avons principalement la Chine. Et nous sommes très très loin de la Chine. Et à côté de la Chine, il y a des pays qui produisent ce que nous produisons. Et la bauxite et le fer. Cela veut dire l'Indonésie, cela veut dire l'Australie. Donc si nous sommes trop rigides, la Chine risque d'acheter les matières premières avec ces autres pays-là. D'où la nécessité d'avoir un système compétitif, notamment au niveau fiscal. C'est pour cela que le code minier qui avait été élaboré en 2012 a été amendé en 2013 pour que nous puissions faire en sorte que les aspects fiscaux puissent être en ligne par rapport
à l'objectif de compétitivité. Alors tout cela, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions attirer des investisseurs. Et d'ores et déjà, je pense qu'il y a toute une série de projets qui sont en cours. Certains chiffres ne sont pas exacts, il faut les revoir, mais je puis dire que les grands projets de Simandou, ici, le chiffre doit être revu. La même chose, ici, le chiffre doit être revu. En gros, je pense que dans les 10 prochaines années qui viennent, on peut espérer avoir des investissements de l'ordre de 50 milliards de dollars en Guinée dans le secteur minier. Et je pense que cela est extrêmement important. Donc cela veut dire 10 fois le PIB de notre pays. C'est toute une autre Guinée qui va émerger de ces investissements. Aujourd'hui, notre PIB est de l'ordre de 5 à 6 milliards de dollars. Alors lorsque vous avez des investissements de 50 milliards de dollars, c'est autre chose. Mais ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous sommes en train de discuter depuis des années avec des partenaires pour pouvoir nous entendre avec eux sur le cadre d'investissement. Aujourd'hui, nous avons le projet Simandou, qui est un projet de l'ordre de 25 à 30 milliards de dollars à lui seul et qui traverse les 4 régions naturelles avec le chemin de fer transguinéen. Et ce projet a vocation pratiquement à avoir un impact sur les 4 régions naturelles du pays. J'ose espérer que les discussions qui sont en cours avec les partenaires dans ce projet Simandou, que ces discussions vont pouvoir aboutir rapidement pour que le dossier puisse être soumis à notre Parlement. Le dossier également de CPI avec les Chinois, vous pouvez revenir en arrière s'il vous plaît. Alors, ce dossier de 6 milliards de dollars est un projet qui est destiné à produire de l'alumine dans la zone de Bofa. La même chose pour Guinea Aluminum Corporation, où le projet est destiné également à produire d'abord la bauxite, ensuite de l'alumine. Le montant est de l'ordre de 5 milliards 2, 5 milliards 5. Donc rien que dans la zone nord-ouest, nous avons des projets de transformation de la bauxite en alumine qui pourraient faire en sorte que cette région puisse également avoir un impact énorme sur l'ensemble du pays. Bien entendu, au niveau du fer, nous avons Belzone qui est vers Farana et nous avons bien entendu le Simandou qui est ici et qui est également à Oulaba. Alors, le chemin de fer, sa construction pose problème parce qu'il demande beaucoup d'argent. Imaginez qu'une mine, c'est une source de revenus. Un chemin de fer, c'est une source de coûts. Il s'agit de faire en sorte qu'on construise le chemin de fer et ce n'est pas facile. Bien entendu, des discussions ont été engagées depuis longtemps. Certaines personnes prétendaient qu'il fallait qu'on achemine notre fer par le Libéria. Mais lorsque vous voyez la carte de la Guinée et vous comprenez que nous avons intérêt à développer en Guinée un réseau ferré qui est lié au secteur minier. D'où la décision qui a été prise de faire en sorte que le Simandou traverse, si vous pouvez passer sur la carte du Simandou, le Simandou puisse traverser pratiquement les 4 régions naturelles avant d'aboutir à la mer. Alors, le long de ce chemin de fer, nous appelons cela un corridor de croissance, dans la mesure où ce chemin de fer va générer des activités non seulement dans le secteur minier, mais également dans l'agriculture, dans les services, et les PME guinéennes et leurs partenaires pourraient en profiter. Donc je pense qu'il faut que nous nous préparions à bénéficier de ces projets-là. Sinon, c'est d'autres personnes qui vont venir en profiter et ce sera encore des frustrations au niveau de la population. Cela veut dire qu'il faut qu'on se prépare à 2 niveaux. Qu'on se prépare au niveau du gouvernement, mais également qu'on se prépare au niveau du secteur privé, national et étranger. Il faut que nous puissions avoir des ressources humaines capables de participer
à la gestion de ces projets, il nous faut des cadres moyens, il nous faut des cadres supérieurs, il nous faut des ouvriers. Au lieu que ce soit des ouvriers chinois qui viennent travailler, que nos ouvriers soient capables de travailler sur ces chantiers-là. Donc il y a la création d'emplois. Vous savez, lorsqu'il y a un projet minier, dans la phase de construction, il y a beaucoup plus de création d'emplois que dans la phase opérationnelle. Donc il est important que nos ouvriers, que nos cadres soient formés pour pouvoir participer à ces projets-là. Il est important que le secteur minier guinéen, secteur privé guinéen, également soit suffisamment compétitif pour pouvoir faire de la sous-traitance dans ces grands projets. Cela veut dire que la tâche est rude et il faut commencer maintenant. C'est comme lorsqu'on construit un hôtel, on n'attend pas le jour de l'ouverture de l'hôtel pour former les cadres qui vont gérer l'hôtel. Il faut, parallèlement à la construction de l'hôtel, commencer à former les cadres, ceux qui vont servir dans l'hôtel, ceux qui vont gérer l'hôtel. La même chose dans le secteur minier. Il faut que nos PME puissent être suffisamment armés pour que le jour où les compagnies minières vont commencer à travailler, que nos PME puissent passer de contrats sérieux avec ces compagnies et que nos PME soient capables de respecter les échéances, de respecter les normes. Et tout cela, c'est des rigueurs auxquelles il faut que nous acceptions de nous plier. 50 milliards de dollars d'investissement, c'est très important pour un pays comme la Guinée, dont le PIB aujourd'hui, je vous dis, c'est à peine 5 milliards de dollars. Malgré tous nos problèmes, les gens acceptent de venir investir ici. Donc cela veut dire qu'il faut que, au fur et à mesure qu'il y a les investissements, que nous-mêmes, on accepte d'améliorer notre système, qu'on accepte de jouer le jeu et qu'on accepte d'ouvrir les yeux sur la manière dont le monde fonctionne. Bien entendu, les mines ne peuvent pas marcher seules. Il faut qu'il y ait des infrastructures. Tout à l'heure, je parlais du cas de Simandou, mais cela concerne l'ensemble de la Guinée. On vient d'avoir un schéma directeur avec la Banque mondiale sur les infrastructures, et ce schéma directeur recommande vivement que les compagnies minières, ceux qui veulent investir dans le secteur, acceptent de mutualiser leurs ressources. Au lieu que chacun se mette à construire son chemin de fer séparément, que par zone, les compagnies acceptent de travailler ensemble pour avoir un même chemin de fer. Lorsque je prends la zone nord-ouest, où nous avons 4 à 5 grosses compagnies qui vont faire des grands projets, je parle de CBG, je parle des Russes avec Diandian, je parle de Global Alumina avec Mubadala, nos partenaires d'Abu Dhabi, je parle des Chinois, je parle de AMC. Si chacun d'eux devait faire son chemin de fer à part, la Guinée serait complètement défigurée. D'un point de vue d'aménagement du territoire, le gouvernement, les compagnies, les populations, l'environnement, on a tous intérêt à ce qu'on rationalise la manière dont les chemins de fer sont installés sur le territoire. D'où donc ce schéma directeur qui a été proposé et qui va être discuté au niveau du gouvernement pour que nous voyions comment les règles du jeu vont pouvoir être introduites. La même chose pour le Simandou. Pour le Simandou aujourd'hui, ce projet de Transguinéen concerne en premier lieu la mine de Simandou, mais il concerne tout ce qui tourne autour de cette mine, y compris les gisements qui sont au niveau de Simandou 1 et 2, y compris les gisements qui sont autour de Farana, y compris les gisements qui sont vers Dabola et autres. Donc tous ces investisseurs pourraient converger et utiliser un même chemin de fer pour aboutir à la mer. Cela réduit les coûts et finalement permet de ne pas défigurer le paysage guinéen. Donc je pense qu'il y a un lien intime entre les mines et le chemin de fer. La même chose sur le plan énergétique.